bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire sur les indicateurs de biodiversité. C'est un webinaire qu'on fait dans le cadre du RMT Bioreg, c'est-à-dire donc le réseau mixte technologique biodiversité pour la régulation naturelle des bioagresseurs. La structure habituelle de nos webinaires et qu'on va suivre ici, c'est en deux parties, donc deux présentations sur un thème proche. Donc là, en l'occurrence, les indicateurs de biodiv. La première partie va porter plutôt sur des indicateurs, disons prédictifs de biodiversité, ou en tout cas des estimations d'un potentiel de biodiversité à partir des pratiques agricoles et du paysage, plutôt associés ici à disons des outils d'aide au choix plutôt stratégiques d'exploitation, donc à des échelles spatiales et temporelles assez larges. Souvent, ça concerne l'exploitation en entier et une vision plutôt moyen terme, long terme. Donc dans cette partie-là, on va présenter des résultats et un travail en cours dans le projet Apprivoise. Et les personnes, donc on va être trois à se passer la parole dans cette partie-là. Geoffrey Monnier, qui est consultant senior en analyse de données chez AgroSolutions. AgroSolutions qui est une filiale du groupe InVivo, partie plutôt, disons, bureau d'études InVivo, qui est basé à Reims. Et puis ensuite, Loïc Berthiaud également interviendra, consultant chez AgroSolutions en agriculture durable, sol et biodiversité, basé à Montpellier. Et puis j'interviendrai également dans cette partie-là, donc en tant que chargé de mission biodiversité à Arvalis. Et dans une deuxième partie, on traitera d'un autre type d'indicateur, cette fois-ci un exemple d'indicateur plutôt mesuré sur le terrain, cette fois-ci plutôt associé à une perspective à moyen long terme d'aide au choix plutôt tactique, donc à des échelles spatiales et temporelles assez réduites, donc au niveau de la parcelle agricole et au niveau de la campagne culturale. Et là, on sera vraiment associé au potentiel de contrôle biologique des pucerons, en particulier sur céréales. Et on présentera les résultats de 5 années de suivi sur le potentiel d'accueil des auxiliaires par les haies et sur les perspectives avec de nouveaux projets. Et donc là, les personnes qui vont présenter seront Romain Blasi, qui est technicien d'expérimentation à Arvalis sur divers sujets agronomiques et en particulier depuis quelques années sur les sujets de biodiversité. Et Aude Laméran, qui est responsable biodiversité chez Agrivert, une filiale de Nestlé Waters, qui travaille en particulier sur le bassin versant de Vittel-Contrexéville, basé dans les Vosges. Et puis j'interviendrai également un peu sur cette partie-là. Donc pour commencer cette première partie, sur donc les indicateurs plutôt prédictifs de biodiversité à destination d'outils qui évaluent la multiperformance des fermes. Et donc là, on est dans la première partie de ce webinaire. On va parler en particulier de ce projet qui s'appelle Apprivoise sur les indicateurs de biodiversité, projet qui est porté par les 5 partenaires. Donc vous voyez les logos ici en haut de diapo et piloté par Arvalis. Alors le premier, j'ai commencé à l'aborder en intro, mais rapidement, je voulais redéfinir ce qu'on entend dans ce projet-là spécifiquement par indicateur de biodiversité, en tout cas quel type d'indicateur on a traité dans ce projet-là, et on traite en ce moment. Et donc, le terme d'indicateur est quand même très large et peut recouvrir une diversité de choses. J'ai remis ce qui me semble pouvoir être un objectif minimaliste en fait, d'un indicateur, en particulier de biodiversité ici. On veut qu'il estime une biodiversité ou un service écosystémique rendu par cette biodive. Et bon, schématiquement, on voudrait qu'il soit précis et qu'il n'utilise pas trop de ressources, donc à la fois en temps et en finances. Alors, deux grands types d'approches, il me semble. Alors, il y a davantage une typologie plus fine décrite dans l'article cité en bas ici de Christian Bockstaller de 2011, mais de manière très, disons, différente de faire. La première, c'est d'aller mesurer sur le terrain vraiment des aspects de la biodiversité. Par exemple, si on s'intéresse à la régulation des ravageurs, on peut être intéressé par l'abondance et la diversité des carabes et utiliser des pièges adaptés pour mesurer ça, donc par exemple des pièges barbeurs, mais il y a plein d'autres méthodes de suivi et de mesure de la biodiversité sur le terrain. Bon, schématiquement, assez souvent, ce type de méthode est plutôt précise, parce qu'effectivement, on mesure quelque chose de réalisé sur le terrain. En revanche, ça utilise plutôt beaucoup de ressources, et si on veut le faire à une échelle très large sur énormément d'exploitations de France, c'est pas toujours simple.
Donc, un autre type d'approche, c'est d'utiliser des indicateurs prédictifs, parfois des indicateurs simples, qui sont parfois appelés aussi indicateurs de pression, sont plutôt une estimation de la biodiversité, en tout cas d'un potentiel de biodiversité, à partir de deux infos. Les pratiques mises en œuvre par les agriculteurs et leur contexte paysager, et ce qu'on sait de l'effet de ces pratiques sur la biodiversité. Alors pour la première partie, la notion de paysage est plutôt bien référencée dans beaucoup de bases de données IGN en accès libre, avec des couches de données comme la BD Topo, comme le RPG, sont en accès libre et qui référencent avec un grain et une précision fine, en tout cas par rapport adapté à ce qu'on cherche à faire à l'échelle de la parcelle ou de l'exploitation, qui référencent bien notamment les milieux semi-naturels. Et pour les pratiques mises en œuvre, elles sont assez bien référencées. En tout cas, elles peuvent être bien référencées. En tout cas, les outils existent. Voilà. Les outils pour référencer ces pratiques de manière détaillée existent. J'en ai mis 5 exemples ici en bas de diapo pour lesquels je pense les noms des logiciels vous parlent, en tout cas pour certains. Alors, certains de ces logiciels ont pour vocation première de faire de la traçabilité. D'autres, c'est le cas ici plutôt de Cister, j'ai pas listé ici, mais ça peut être le cas d'Agrosys aussi pour INRAE, ont d'abord vocation de calculer des indicateurs et d'évaluer de la multiperformance, et les autres peuvent aussi calculer des indicateurs grâce à la traçabilité des pratiques. Et puis l'autre info dont on a besoin, c'est essentiellement de la biblio scientifique. On a besoin d'infos sur les liens entre les pratiques agricoles et la biodive. Donc là, j'ai mis juste 2 exemples en impression d'écran, mais il y en a beaucoup plus, bien sûr. Des études dans les dernières dizaines d'années qui ont évalué les liens entre pratiques agricoles et biodiversité sont très nombreuses. Donc ce qu'on souhaite faire dans ce projet-là, qui est en cours, on est à peu près aux 2/3, c'est d'intégrer la biodive dans l'évaluation de la multiperformance des exploitations agricoles. Pour ces outils-là, en particulier pour SMAG et pour Cister, puisque ce sont les partenaires du projet, et également plutôt à l'issue du projet, si les autres logiciels sont intéressés, pouvoir bénéficier aussi du travail qu'on fait grâce à un développement informatique indépendant de ces logiciels-là. Et les cibles qu'on a envisagées, c'est bien sûr agriculteurs et conseillers qui sont les utilisateurs de ces outils-là pour positionner leurs pratiques par rapport aux autres, à d'autres fermes qui leur ressemblent ou à des fermes types qui représentent leur système sur cette question de la biodiversité, et d'évaluer des dynamiques de progression. Et puis le deuxième public qu'on a ciblé, qui nous semble intéressant, ça peut être les industriels agroalimentaires et concepteurs de politiques publiques. Fournir à ces opérateurs-là des indicateurs sur lesquels ils puissent éventuellement, s'ils le souhaitent, baser des primes filières ou des paiements pour services environnementaux, par exemple. Côté primes filières, on sait que de plus en plus, il y a des acheteurs de matières premières agricoles qui souhaitent différencier les prix d'achat selon les pratiques vis-à-vis de la biodive et qui n'ont pas forcément les outils en termes d'indicateurs utilisables. Donc, pour faire ça, et après je laisse la parole à mes collègues, on a organisé le projet en 3 actions et en 3 années. Donc la première action consistait à faire une synthèse des indicateurs décrits dans des cadres scientifiques et réglementaires. On en a trouvé à peu près 200 qu'on a essayé de référencer de la manière la plus détaillée possible. Et ces indicateurs, avec leurs fiches descriptives, vont être mis en ligne dans un outil web dans les prochains jours. Donc, les utilisateurs pourront trouver des indicateurs qui traitent de pollinisation, qui traitent de faune du sol, par exemple. Dans ces 200, nous, on en a extrait 15 qui nous paraissaient plutôt prometteurs, à partir d'enquêtes faites auprès des utilisateurs finaux. On en a fait des calculettes et on a appliqué ces calculettes à une trentaine de fermes. Donc ça, c'est le résultat. Une partie des résultats vont être présentés par les collègues d'AgroSolutions juste après. Et on en a extrait, in fine, 6 dont on est en train de faire un développement informatique. À l'issue de la première année, on est arrivé à une présélection d'une quinzaine d'indicateurs. Donc c'est les 15 indicateurs qui sont affichés à l'écran. Donc des indicateurs autour des cultures avec la diversité cultivée et le nombre de jours de couverture du sol. Des indicateurs autour des IAE, du parcellaire avec la taille de moyenne des parcelles, les zones à haute valeur environnementale ou un indicateur autour des infrastructures agroécologiques. 2 indicateurs sur les auxiliaires avec le potentiel d'accueil d'auxiliaires des cultures et un indicateur sur la régulation des pucerons. Sur les pollinisateurs, un indicateur qui est la ressource pour insectes floricoles.
2 indicateurs sur la faune du sol, avec la quantité d'azote fournie par le milieu et les perturbations du sol liées aux interventions parcellaires. Également 2 autres indicateurs intégrateurs sur la biodiversité aérienne et le IQ. Et enfin 3 indicateurs sur le petit gibier, les vertébrés, les oiseaux. Donc avec un indicateur perdrix, un autre lièvre et un potentiel oiseau. Le consortium apprivoise a sélectionné donc au final 6 indicateurs. Ce sont les 6 indicateurs qui sont encadrés en rouge sur l'écran. Et aujourd'hui, nous avons choisi d'en présenter plus particulièrement 3, enfin surtout 2. Il y en a un qu'on passera un peu plus rapidement. Donc on va évoquer l'indicateur sur les ressources pour insectes floricoles, le potentiel biodiversité aérienne plus rapidement, et enfin l'indicateur EIQ. Donc, nous avons testé, comme on l'a mentionné précédemment, les indicateurs sur 25 fermes. Des fermes open field faisaient partie de l'étude, des fermes expérimentales Arvalis, des fermes type Cister, des exploitations Skera et des exploitations enquêtées par les étudiants de l'ISARA. Donc voilà, environ un peu plus de 25 fermes en conventionnel ou en biologique. Et l'analyse de ces résultats croisés avec la disponibilité des données à une plus large échelle nous a permis donc de choisir les 6 indicateurs que l'on a vus juste précédemment. Dans un premier temps, on va s'attarder un petit peu plus sur l'indicateur ressources pour insectes floricoles. Donc c'est un indicateur qui va plutôt mettre en avant l'assolement, les cultures principales et couverts qui vont fournir du nectar et du pollen pour les insectes floricoles. Pour calculer cet indicateur, il va falloir principalement la date d'implantation du couvert et de la culture principale, la date d'implantation, de destruction ou de récolte, que ce soit culture principale ou culture intermédiaire, la composition du couvert, et une indication si l'information est disponible sur la floraison ou non de l'espèce. Ces données d'entrée, croisées avec différentes règles de calcul et un référentiel d'attractivité floricole par espèce, nous permettent de calculer une valeur d'attractivité floricole par parcelle. Et donc, on peut réaliser une synthèse assez aisément à l'échelle de l'exploitation ensuite. Et plus l'indicateur a une valeur élevée, plus c'est favorable pour la biodiversité. Alors, nous pouvons revenir rapidement sur les données que nous avons étudiées, donc les 25 fermes qui ont fait office d'études pour la section des indicateurs. En ce qui concerne cet indicateur, il est assez difficile de tirer des conclusions à large échelle. En effet, au moment du calcul, il y avait environ 50% des espèces qui n'étaient pas dans le référentiel, donc ce qui limite forcément les interprétations à ce stade. Mais nous sommes sur une étape de complétude actuellement du référentiel pour avoir un référentiel beaucoup plus complet lorsque cet indicateur sera implémenté dans les outils de traçabilité notamment. Mais nous pouvons tout de même dire que cet indicateur est plutôt favorable pour des espèces comme le tournesol, la luzerne, sarrasin, etc. Et plutôt peu favorable pour les systèmes céréaliers. Donc quelques mots d'interprétation sur cet indicateur. Donc les pratiques qui vont être concernées autour de cet indicateur, donc ça va être le choix des cultures et le choix des couverts qui vont avoir un impact sur la disponibilité en nectar et en pollen, ce qui va impacter certains taxons, enfin plus particulièrement le taxon des espèces floricoles, qui va avoir un impact sur la pollinisation et aura donc un impact final sur les services écosystémiques comme la pollinisation des cultures, l'augmentation du rendement, la conservation de la biodiversité notamment. Comme je l'ai mentionné, on n'a pas d'échelle à l'heure actuelle de valeur seuil sur cet indicateur, mais c'est en cours de travail. Mais globalement, plus la valeur est élevée, plus c'est favorable pour la biodiversité. En termes de recommandations pour s'améliorer sur cet indicateur, nous pouvons proposer donc de choisir plutôt des couverts et des cultures qui vont avoir un potentiel d'attractivité plus fort, optimiser la date de semis et de destruction pour permettre aux couverts de fleurir,
et d'augmenter la part d'aquaculture qui fleurissent. Un dernier mot sur les limites de cet indicateur. C'est un indicateur dont il peut être difficile d'avoir l'information si le couvert a fleuri ou non. Et malgré une complétude assez importante du référentiel qui est en cours, il peut quand même y avoir quelques espèces qui peuvent être encore absentes dans le référentiel. Très rapidement, vous pouvez simplement garder en tête, et on pourra ouvrir sur des questions si nécessaire, que dans les 6 indicateurs, on en a quelques-uns qui traitent directement des pratiques intraparcellaires, donc notamment l'assolement et les traitements, le travail du sol par exemple, et on en a 2, dont celui-ci, issu pour ceux qui connaissent de la publication de Sirami et al. 2019, qui prennent en compte la présence d'infrastructures agroécologiques dans le paysage et on sait que c'est un élément particulièrement important pour la biodiversité aérienne. Le choix a été fait suite aux enquêtes faites auprès de conseillers et d'agriculteurs de réduire l'échelle spatiale du paysage considéré. Initialement, ce genre d'indicateur souverain, ce genre de résultat considère souvent un paysage à assez large échelle, à 1 km très typiquement de rayon ou de côté quand c'est des carrés. L'inconvénient dans des outils comme ceux qu'on souhaite accompagner, c'est que dans les conseils qu'on peut donner à l'agriculteur, finalement, ce qui se passe dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez lui, il n'a pas la main sur tout. Donc on a restreint la zone paysagère au pourtour de ces parcelles pour avoir une valeur d'indicateur qui soit plus directement utilisable, puisque ce sont des infrastructures agroécologiques sur lesquelles l'agriculteur peut directement agir. Un dernier indicateur qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc c'est une partie de l'indicateur EIQ, que pour ceux qui connaissent, Environmental Impact Quotient. C'est un indicateur, l'EIQ, ça a été développé par l'université de Cornell. Donc une base scientifique assez solide, avec plusieurs organismes évalués. Donc l'indicateur prend en compte la toxicité sur les poissons, les oiseaux, les abeilles et les vers de terre. Et c'est un indicateur qui se calcule à l'échelle de la parcelle. Donc plus précisément, en fait, c'est un indicateur qui permet. Donc nous, on prend l'indicateur en soi, le IQ, il a trois composantes, agriculteur, consommateur et environnement. Donc nous, on prend que cette dernière partie de l'indicateur, vu qu'on parle de biodiversité. Et l'indicateur, il présente en fait des données de danger et d'exposition, donc pour les 4 taxons que je vous ai présentés, avec les doses et concentrations létales, ainsi que des données donc d'exposition, par exemple pour tout ce qui est milieu aquatique, poissons, avec des données comme le potentiel de ruissellement. Et donc à partir donc de ces doses létales et de ces doses d'exposition, l'indicateur calcule pour chaque substance active un score de danger. Donc là, en fonction du corps d'écotoxicité de la substance et évidemment donc, des conditions d'application, dose du produit appliqué. Pareil, on l'a testé donc, sur les exploitations qu'on a présentées précédemment. Donc, comme on peut le voir sur le graphique de densité, là, on va plutôt à gauche. C'est un indicateur qui a assez bien permis de discriminer les différents types de conduite avec l'indicateur, la conduite tout à gauche, donc il y a le score le moins élevé, qui est les grandes cultures biologiques, et à droite, les scores les plus élevés, les polycultures conventionnelles, les grandes cultures conventionnelles, pardon. Évidemment, plus le score est élevé, plus l'écotoxicité est élevée. Donc là, on cherche à avoir le score le plus petit possible. Donc voilà, on a remis un peu le contexte de l'indicateur. Donc les pratiques concernées, on est uniquement sur l'utilisation des produits phyto. On a 4 taxons qui sont concernés. Et là, c'est un indicateur qui ne cible pas de service écosystémique particulier, mais qui parle vraiment des taxons, donc qui a un potentiel d'impact sur l'ensemble des services écosystémiques. Donc Cornell nous donne une échelle en fait pour chaque score, donc pour nous dire si on est plutôt sur des substances actives avec peu de risques écotoxicologiques ou c'est au contraire on a des risques élevés. Et donc avec cet indicateur, on va pouvoir faire des différentes recommandations donc sur les programmes phyto. On va pouvoir identifier les substances, les produits les plus à risque pour soit préconiser des réductions de doses, soit faire de la substitution de produits.
ou alors voilà, enfin, la diminution, arrêt des produits les plus problématiques. Et pour terminer avec quelques limites, c'est voilà, enfin, l'indicateur là, il se focalise sur 4 taxons, donc qui ne sont pas forcément, voilà, c'est pas dans l'ensemble de la biodiversité, même si c'est les principaux taxons. Même si la base de données est quand même très conséquente, il peut manquer parfois des substances actives. Et également, on n'a que les produits phyto qui sont dedans. Il n'y a pas les adjuvants, il n'y a pas diverses autres catégories. Et la dernière petite limite, c'est que comme je vous ai présenté dans l'élaboration du score, on a une notion de quantité, donc qui joue un rôle important dans les pondérations. Et donc, l'indicateur a tendance un peu à donner un poids plus important à des produits dont on utilise des quantités importantes. Donc, autrement dit, si on a un produit hautement toxique utilisé à faible dose, on aura probablement un score moins élevé que des produits faiblement toxiques mais utilisés à haute dose. Enfin, ouais, c'est toujours à avoir en tête quand on aborde ces résultats. En conclusion, perspective, donc je remets simplement le calendrier du projet. On est donc dans la dernière année, on est précisément en train de faire ce qui est encadré en rouge ici. C'est-à-dire les 6 indicateurs dont vous avez eu l'exemple de 2 ici, mais il y en a donc 4 autres. On est en train d'en faire un développement informatique. Je le précisais rapidement, c'est un développement informatique qui est indépendant des plateformes, en l'occurrence Cister et SMAG. C'est un développement à part, on peut appeler ça un moteur de calcul, disons, assez indépendant, qu'on pourra solliciter à condition d'envoyer les données d'entrée dont on a besoin pour calculer les indicateurs, et qui donc sera interopérable en utilisant des référentiels qui sont assez consensuels, en tout cas assez utilisés comme AgroEDI Europe pour l'échange de données. Et on rédige également les guides d'interprétation. Les collègues ont commencé à aborder ces notions de recommandation et de limites d'interprétation et de positionnement par rapport à une référence, c'est-à-dire comment se positionne mon score par rapport à d'autres fermes de mon profil ou à des systèmes de culture typiques dans ma région. Voilà. Merci. Alors, Christian Boxer qui nous pose une question, peut-être Loïc ou Geoffrey, vous pourrez y répondre. Peut-être une question sur le IQ. Est-ce que la demi-vie sur plante est bien renseignée? Donc je peux répondre. Oui, donc ça fait partie des données d'exposition qui sont prises en compte notamment pour les oiseaux et pour les abeilles. Voilà. Pour les oiseaux, ça prend en compte demi-vie dans le sol, dans la plante. Pour les abeilles, ça prend exclusivement en compte comme données d'exposition demi-vie dans la plante. Donc en fait, même toutes ces données-là sont très facilement accessibles. En fait, si vous vous rendez sur le site de Cornell, donc vous tapez simplement EIQ Cornell sur Internet, hein, vous avez en libre accès un tableau Excel qui est répertorié pour chaque substance active, toutes les données de toxicologie et les données d'exposition. Je peux peut-être continuer, il y a d'autres indicateurs, avec Coralie Triquet. Oui. Question, ouais. Est-ce que l'indicateur EIQ peut prendre en compte les effets cocktail mélange de produits? Alors non, effectivement, il y aura encore d'autres petits warnings à mettre, à dire sur les indicateurs que je n'ai pas tout affiché non plus sur le diaporama, mais effectivement, l'indicateur il raisonne exclusivement substance active par substance active. Donc il n'y a aucune prise en compte d'effets cocktail, de métabolites, etc. En fait, toutes les données, c'est les données en fait, que les fournisseurs, les données obligatoires expérimentales sur le laboratoire, etc. Donc c'est vraiment des données écotoxicologiques classiques. Il n'y a pas d'autres investigations que ça. Donc effectivement, pas de prise en compte d'effets cocktail. Non. Eh ben, encore une question là-dessus. Ouais. Tu indiquais qu'un biais existait dans une valeur plus élevée de produits peu toxiques en de grande quantité par rapport à des produits très toxiques en faible quantité. Et Paul Banvart demande si une exposition plus fréquente à faible dose n'est pas aussi dangereuse qu'une expo relativement faible mais très toxique. Ouais, merci pour la question. Effectivement, c'est très intéressant. Moi aussi, je suis pas du tout écotoxicologue,
Mais par contre, du coup, là, la remarque que je vous ai faite, je l'avais trouvée sur un autre article. J'ai plus la référence en tête, mais justement qui soulevait ce problème. Donc, c'est effectivement, en fait, je pense que c'est difficile de donner une réponse, mais le fait de minimiser à ce point des produits hautement toxiques utilisés à faible dose et de mettre un gros score pour l'inverse, c'est sûrement biaisé. Donc, ouais, dans les deux cas un peu extrêmes, il faudra faire attention. Mais aussi, je pense que c'est un peu moins grave pour en fait, les produits utilisés à faible dose, ils auront tous à peu près le même dosage, donc il n'y aura pas énormément de différence non plus entre les substances actives. Par contre, c'est vraiment pour les quelques substances actives qu'on utilise à très forte dose, comme le cuivre, etc. Là, on risque d'avoir d'énormes différences. Donc, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut faire attention. Oui. Salomé, je ne sais pas si c'est par rapport à la question de tout à l'heure, non, peut-être pas. Presque. Déjà, merci beaucoup et bonjour. Petite question, justement, par rapport aux indicateurs auxiliaires sur le potentiel d'accueil. J'avoue, moi, ça m'intéresse parce que je travaille sur la biodiversité et c'était un peu des petites questions comme ça. Je sais pas, après, c'est peut-être déjà dans vos livrables, mais qu'est-ce qui est, par exemple, mesuré exactement? Est-ce que c'est, je sais pas, le nombre et le pourcentage d'IAE après des comptages d'auxiliaires par cuvée de jaune ou pot barbeur ou c'est pas du tout ça? Voilà, c'était juste de la curiosité, mais peut-être qu'il n'y a pas forcément le temps de développer plus que ça. Je ne sais pas. Si. Non, mais c'est une question intéressante et donc pour clarifier, vraiment l'intégralité des indicateurs qu'on a sur cette diapo ne sont que des indicateurs qu'on peut calculer à partir de pratiques agricoles et de caractéristiques paysagères référencées. Donc dans le sens où il n'y a pas, on n'utilise pas en données d'entrée de piégeage justement, cuvette jaune, piège barbeur. Ces indicateurs mesurés là qui sont importants pour savoir ce qui se passe vraiment précisément réellement dans les parcelles, mais qui n'est pas l'objectif premier qu'on s'est donné dans ce projet-là. Et donc là, pour cet indicateur-là, par exemple, potentiel d'accueil d'auxiliaires, qui n'a pas été retenu en partie parce que le nombre de données d'entrée nécessaires a été jugé trop important et trop difficile à collecter à partir de ce qu'on fait en général dans nos logiciels. Prenez en 28 données d'entrée, je crois, de mémoire, la moitié à peu près sur les pratiques à la parcelle et la moitié sur des caractéristiques paysagères à 500 mètres autour des parcelles. Pardon. Oui, je vois qu'il y a une main levée. Carole Andiani. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à l'indicateur IAE et parcellaire. En fait, observer de la part des infrastructures agroécologiques qui sont déclarées au niveau de la PAC, mais beaucoup d'agriculteurs en fait ne les déclarent pas vu qu'ils n'ont pas intérêt. Donc du coup, si vous partez d'une cartographie de base qui est fausse, et c'est le cas, c'est un peu de mal au niveau de cet indicateur-là. Je peux bien répondre, après Geoffrey ou Loïc, vous pourrez compléter, mais donc ouais, c'est en fait assez précisément la raison pour laquelle on l'a pas retenu dans les 6 finaux. C'est que en fait, si on voulait vraiment coller à la définition de la PAC, ce qui était un des intérêts de cet indicateur, c'était d'avoir quelque chose qui était plutôt lié au cadre réglementaire. Il nous fallait le linéaire de haies, mais également les mares, les murets en pierre et tout un tas d'infrastructures agroécologiques qui ne sont répertoriées dans aucune base de données, et notamment des bords de champs non productifs. Voilà, ça on n'a pas. Et effectivement, se baser sur la déclaration PAC, on sait que c'est un gros biais parce que en fait, une fois qu'on atteint le seuil qui est demandé par la PAC, on n'a pas forcément de gros intérêt à déclarer absolument toutes les IAE de son exploitation, parce qu'une fois qu'on dépasse le plafond, de toute façon, il n'y a pas de bonus, quoi. Donc, utiliser les déclarations PAC n'était pas satisfaisant, et utiliser les données IGN n'était pas satisfaisant non plus, parce que les données IGN contiennent bien les milieux type boisé, comme les haies, mais tout le reste des IAE, on l'a pas. Donc, on n'a pas conservé cet indicateur pour ces raisons-là. Complément de Christian Box tout à l'heure, je vois dans la conversation sur le IQ. L'exposition pour le IQ est estimée de manière très simplifiée. La part touchant vraiment l'auxiliaire n'est pas estimée.
qui est fonction du comportement de l'espèce. Par ailleurs, les effets chroniques ne sont pas non plus pris en compte, ce sont des limites. Cela compliquerait certainement beaucoup l'indicateur de prendre en compte cela. La dernière question avant de passer à la partie d'après, de Marie-Théodore. À qui sera destiné l'outil final et sous quelles conditions pourra-t-on y avoir accès? Alors, donc à qui il sera destiné? Bon, d'abord destiné, alors, parce qu'on est partenaire du projet et qu'on était à l'initiative de ce travail, donc SMAG et Sister, qui sont SMAG, l'outil porté par InVivo, et puis Sister, l'outil porté par les instituts techniques agricoles de grande culture. Qui sont donc 2 outils qui intégreront, qui seront capables de calculer ces 6 indicateurs à l'issue du projet. Encore une fois, comme le développement informatique est indépendant de ces logiciels à proprement parler, d'autres logiciels comme Meparcel, Geofolia ou autres pourront solliciter cette API. Et les modalités, donc pour garantir la pérennité de ce moteur de calcul, on va mettre un tarif d'accès à l'API. Parce que l'idée, c'est bien qu'à l'issue du projet, ça ne s'arrête pas, hein, qu'on continue de proposer cette API après, et que donc on ait les moyens de la mettre à jour quand il faut la mettre à jour. Et ce tarif d'accès à l'API n'est pas encore déterminé, il le sera début 2026. Deuxième partie qui va être consacrée à donc, un autre type d'indicateur, un indicateur lié à, cette fois-ci, des mesures terrain, des évaluations terrain de biodiversité, et précisément liées à la qualité des haies. Derrière le terme de haie, il y a quand même une grande diversité de réalités, des haies entretenues plus ou moins fréquemment, avec des diversités d'espèces plus ou moins importantes. Et on a souhaité caractériser cette qualité des haies vis-à-vis particulièrement de la faune auxiliaire volante, en lien avec le potentiel de régulation des pucerons des céréales dans les parcelles adjacentes. Ok, donc du coup, l'indicateur de qualité des haies qu'on cherche à développer aujourd'hui, il se décompose en 3 étapes. La première étape, ça va être de faire un inventaire floristique sur les 3 strates de la haie, tel que vous pouvez le voir ici sur l'écran. Et donc cet inventaire, on va le faire selon 2 méthodes, hein. Sur la partie arbustive et arborée, on va découper plusieurs tronçons au sein de la haie, et puis on vient faire donc des inventaires. Et puis sur la partie herbacée, on va plutôt fonctionner en quadra. Enfin, voilà. Première étape, un inventaire sur toutes les parties de la haie. Et donc la deuxième étape, pardon, ça va être en fait de référencer finalement toutes les espèces végétales qu'on va retrouver dans la haie, et de faire le lien avec leur attractivité selon une base de données qui existe déjà, hein, qui s'appelle Auxilherbe, hein, qui avait été établie par le réseau Chambre. Et donc via un système de points, en fait, on vient caractériser toutes les espèces végétales qui sont attractives et celles qui ne le sont pas pour les auxiliaires de culture volante. Et donc on obtient un score qu'on va appeler le score initial. Donc voilà, je vous ai remis en image l'exemple du prunelier qui va avoir une attractivité avérée pour les taxons qui sont ici en image. Et derrière, on vient pondérer ce score initial par d'autres coefficients, des coefficients qui vont prendre en compte la typologie de la haie et des coefficients d'abondance qui vont prendre vraiment le poids de chaque espèce végétale par rapport aux autres. Et donc l'indicateur tel qu'il est construit aujourd'hui, c'est un fichier Excel. On va avoir toutes les étapes finalement que je viens de décrire et le score d'attractivité pour chaque taxon étudié. Donc on s'est concentré pour l'instant sur Chrysops, coccinelle, parasitoïde, cirf, Staphylince fecite. Enfin, je laisserai Xavier peut-être revenir juste après sur la partie résultats. Et on vient poser l'hypothèse qui est la suivante. Plus le score de la haie est élevé, plus potentiellement mon potentiel auxiliaire est fort. Et donc c'est ce qu'on va chercher à vérifier derrière sur le terrain. On met en place des expérimentations au champ. Donc ici, on est en Lorraine, à Saint-Hilaire-en-Voive, dans la Meuse. En bas à droite, vous voyez la cartographie du parcellaire. Et on a caractérisé 2 haies sur la période 2021-2024, où on fait des suivis tente malaise. Donc 2 haies avec des scores très différents. Vous le voyez, score à 17 pour la H-, score à 147 pour la H+. Voilà. Et on fait des suivis tente malaise. Donc il y a une vidéo qui explique assez bien le fonctionnement de la tente malaise
qu'on vous invite à aller consulter. Voilà. Et en 2025, on a resélectionné 2 autres haies, toujours un couple haie faible score, haie haut score, on va les appeler comme ça. On fait des suivis concrètement au champ. Comment ça se passe? On vient positionner nos tentes malaises aux alentours du 15 avril. On fait un relevé hebdomadaire qu'on envoie derrière à un laboratoire d'entomologie qui nous fait le tri, l'identification des espèces. Et derrière, on interprète les résultats. C'est ce que Xavier et Aude vous présenteront juste après. Et simplement pour que vous l'ayez en tête, on fait également des suivis dans les parcelles adjacentes à ces haies qui ont été caractérisées, pour lesquelles on fait des suivis tentes malaises, des suivis d'aspiration et d'observation pour voir ce qui se passe dans la parcelle agricole et voir si effectivement on a une régulation qui est plus importante à proximité d'une haie à haut score et surtout à différentes distances pour voir s'il y a un effet distance en fonction de la position où on se trouve par rapport à la haie dans la parcelle agricole. Donc, on a mis en place le même protocole en fait, hein, donc voilà, dans les Vosges, donc sur l'impluvium de Vittel-Contrexéville. On a positionné donc du coup voilà, le même couple de haies. Donc on a choisi 2 haies avec des scores voilà, de la même façon discriminants. Donc une haie à faible score, donc avec un score comme vous voyez qui est plutôt de 39, et une haie à plus haut score qui est à 103. Donc, ce qui est important de dire, c'est que ces 2 haies, elles ont été donc choisies donc sur une exploitation agricole en polyculture élevage avec une conduite en agriculture bio, et qu'on est là donc avec un cahier des charges très spécifique, un cahier des charges AgriVert. Donc, important de souligner que nous, on est en 0 produits phytosanitaires, donc absolument pas d'utilisation en fait, notamment de pesticides. Voilà, on a évoqué tout à l'heure les problématiques d'écotoxicité. Pardon, donc voilà, donc pour l'environnement, le contexte immédiat, voilà, donc des haies et des tentes, voilà, on est vraiment donc dans un secteur qui est préservé donc d'un point de vue de ces éléments-là. Donc avec une rotation classique donc qui est mise en œuvre, qui est la suivante, hein, voilà, qui s'organise plutôt sur 6 années, donc avec un passage en prairie temporaire en fait, voilà, luzerne, donc dans le cadre de la rotation, et puis évidemment donc, différents types ensuite de céréales qui sont implantés et mis en place sur ce dispositif. Donc, le retour sur 5 années de collecte de données sur les haies que vous ont présentées Romain et Aude. On va pour l'instant, ce sont des résultats, des présentations d'analyse en préliminaire, hein, disons, mais on va s'attacher à 2 questions assez simples. Est-ce qu'on a un effet du score de la haie sur l'abondance des auxiliaires? Est-ce qu'on a un effet score de la haie sur la diversité de ces auxiliaires? Et les 2 sites sur lesquels on a travaillé sont donc ceux qui ont été présentés. On a 5 ans d'antériorité pour le site qui est dans la Meuse de Saint-Hilaire-en-Wavre et 3 ans pour le site dans les Vosges. Pour la partie Meuse, les résultats vont être présentés de cette manière-là. Donc avec, vous avez un panneau par groupe d'insectes étudiés. Tous ces groupes d'insectes font partie des auxiliaires permettant de lutter contre les pucerons des céréales. Donc vous avez les cantharides, qui sont des prédateurs généralistes, mais dont certains mangent beaucoup de pucerons, les chrysopes, les coccinelles, les hyménoptères sphéciformes et les cirphes. Pour les sphéciformes, on ne va pas rentrer dans le détail de leur biologie, de leur écologie, mais on vous renvoie vers un autre webinaire du RMT Bioreg organisé par Alain Fer et Jean-David Chaplin-Viscardi, qui décrit en détail la biologie et l'écologie de ces bêtes-là, dont certaines sont vraiment spécialistes de pucerons, et en tout cas qui chassent pour nourrir leurs larves, et qui ont un degré de spécialisation alimentaire assez important par rapport à cette caractéristique-là. Donc là, vous avez les résultats pour la haie à haut score en vert, les résultats pour la haie à faible score en bleu-violet qui vont s'afficher après. Et ici, c'est vraiment la représentation la plus brute des données. Alors, vous n'avez pas les points de données directement, mais un ajustement, disons, le plus précis possible à ces points pour les 5 années. Et donc, petite précision, là, on est en échelle log, qui est une échelle classique pour représenter les dynamiques de population d'insectes, mais voilà, dans la lecture, avoir ça en tête.
Et donc l'analyse ici a consisté à modéliser la dynamique temporelle de chacun de ces taxons, avec des modèles linéaires généralisés mixtes habituels aussi pour ce genre d'analyse. On voit que globalement, même si les années ne se ressemblent pas tout à fait, que la dynamique n'est pas tout à fait la même, en fait, on a un patron global de distribution pour ces... Enfin, alors, ça dépend des taxons, mais globalement, on arrive à avoir une espèce de dynamique moyenne qui est quand même pas trop mal par rapport à la diversité observée sur les 5 années. Et donc, si on fait ça pour les 2 haies, on a quelque chose comme ça. Donc, la première information, c'est que même si on n'explique pas tout, il y a de la variabilité résiduelle non expliquée, on a quand même un modèle qui est plutôt pas mal, qui est autour de 80% de variabilité expliquée, sans prendre en compte la partie aléatoire liée à l'année. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais c'est pas mal. Et puis, si on regarde taxon par taxon, on voit qu'ils ne répondent pas tous de manière équivalente au score de la haie. Les 2 premiers répondent pas beaucoup, voire pas du tout. En tout cas pour nous, ce qui est d'Arvanis Saint-Hilaire en Wavre. Là, pour les chrysopes, alors il y a peu d'individus collectés. Tentes malaises permettent de collecter les chrysopes, mais c'est pas les organismes qu'on a en plus grand nombre, donc c'est pas si étonnant qu'il n'y ait pas trop de différence. Pour les cirfes, par contre, on les attrape plutôt en grand nombre. Les tentes malaises sont très adaptées pour attraper les cirfes. En revanche, elles ont des caractéristiques de dispersion. Enfin, c'est des organismes qui sont très mobiles. Et vous l'avez vu, les haies sélectionnées sont dans un paysage commun. Elles sont à moins d'1 kilomètre de distance. Et donc, il est assez logique pour les cirfes de ne pas avoir trop de différence non plus. Je n'ai pas précisé, mais les zones qui sont encadrées ici en rouge correspondent au niveau de significativité de l'écart entre les 2 courbes. En gros, quand on est noir, c'est que la p-valeur est inférieure à 0,05, et puis quand on est blanc, c'est qu'il n'y a pas d'écart statistiquement significatif. Ça peut être un peu déroutant parce que les intervalles de confiance peuvent se recouvrir, même si c'est statistiquement significatif, mais voilà, on peut, tout le long du printemps, voir à quel moment ça diffère et à quel moment ça diffère pas, à peu près. Pour les coccinelles, on a quelque chose d'un peu intermédiaire. Pour la première partie du printemps, ça a l'air globalement d'être différent. Une haie à haut score semble accueillir davantage de coccinelles qu'une haie à faible score, mais plutôt en début de saison. On voit que sur la fin, ça s'annule parce que les effectifs chutent aussi. Et les 2 derniers taxons pour lesquels quand même on a des choses les plus marquées, c'est clairement les cantharides et les insectes hyménoptères spéciformes, pour lesquels on a plus de 60 à 70% du temps des écarts statistiquement significatifs entre les 2 courbes. Et au-delà des p-valeurs de 5% et des stats, biologiquement, il y a vraiment un écart notable. On a 4 à 6 fois plus d'individus en moyenne au niveau de la haie à haut score par rapport à la haie à faible score. Donc c'est statistiquement significatif, mais biologiquement, on peut se dire que 4 à 6 fois plus d'individus, ça commence peut-être à compter en termes de potentiel de régulation. Et puis la même chose pour la diversité spécifique. Donc là, vous avez le même graphique, mais cette fois-ci, c'est plus le nombre d'individus, c'est le nombre d'espèces par semaine. Un nombre d'espèces un peu transformé, le nombre d'espèces équiréparties, donc c'est l'exponentielle de l'indice de Shannon pour ceux qui ont l'habitude de manier ça. En gros, c'est le nombre d'espèces équivalents si toutes les espèces étaient en abondance égale. Donc la première information, c'est que pour cantharides, chrysopes et coccinelles, d'abord on a des diversités spécifiques assez faibles et on n'a pas d'écart entre les 2 haies. Donc là, un peu comme pour l'abondance des chrysopes avant, moins on a d'individus ou moins on a d'espèces, moins on a de chances quand même d'observer des écarts significatifs. Mais bon, là, clairement, il n'y a pas de tendance. Et pour les spéciformes et les cirfes, on semble qu'on ait quelque chose. Dans l'ensemble, on a en tout cas une tendance assez marquée, voire même des choses carrément statistiquement significatives. Même si on n'avait pas plus d'abondance de cirfes, il semble qu'on ait ici un peu plus de diversité spécifique. Voilà, on peut aller beaucoup plus loin on peut aller plus loin dans les analyses, on donnera quelques perspectives à la fin, mais en résumé, pour ce qui est de notre partie, on va voir que c'est peut être un peu différent pour la partie Vosges, mais ce qu'on peut retenir grosso modo, c'est que dans notre cas, 2 haies de qualité très contrastées accueillent des abondances
différentes d'auxiliaires, en particulier pour les spéciformes et les cantharines. Et puis, que niveau diversité spécifique, là aussi, on a un effet qui se dégage, surtout pour les cirques et les spécides. Donc, on n'a pas un effet équivalent pour tous les taxons. Pour certains taxons, il n'y a pas beaucoup d'effet dû à la qualité de la haie, mais pour certains, ça répond assez bien. Donc, de la même façon, donc là, je vous présente voilà, la partie effet de la haie sur l'abondance d'abord. Donc, j'ai repris ici simplement la dynamique temporelle en fait, par année de suivi. Donc, c'est vraiment donc, voilà, le nombre d'individus voilà, capturés donc, en fonction voilà, des différentes semaines de collecte donc, sur chacune des 2 tentes. Donc, on voit bien qu'il y a une variabilité effectivement voilà, saisonnière, hein, enfin, liée aux différentes périodes d'envol des espèces et de leur trait de vie. Et ce qu'on voit donc quand on commence à voilà, rentrer un petit peu plus dans les statistiques, donc ici, là, on a un graphique, donc le box plot à gauche, hein, qui va comparer donc, le nombre d'individus capturés donc sur les 5 groupes taxonomiques considérés là, donc d'insectes dans les 2 types de tentes. Donc, et puis ces données, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, je vous rappelle, donc, pour chez nous, elles couvrent en fait les années 2023 à 2025. Donc, pour le moment, nous, on a une antériorité qui est de 3 ans. Voilà. Donc, globalement, ce qu'on peut voir, c'est que déjà dans les 2 tentes, en fait, les auxiliaires qui sont les mieux représentés en termes d'abondance, en fait, c'est bien les cirques et les cantharides. On retrouve des choses assez similaires avec ce qui a pu être mis en évidence, en fait, sur Saint-Hilaire. On a des médianes en fait qui sont globalement au même niveau donc pour chaque tente malaise, donc hors spécides. Donc on pourra en reparler parce qu'effectivement les spécides sont vraiment un groupe à part, hein. Les hyménoptères spéciformes donc présentent des caractéristiques plutôt intéressantes à consolider et à fouiller. Et on a globalement là un nombre d'insectes capturés en moyenne qui est identique en tout cas. Donc quand vous voyez la mention NS, hein, donc c'est que non significatif. Donc ça suggère que les tests statistiques qui ont été effectués en fait ne montrent aucune différence significative entre les 2 tentes. Pour ce qui est de l'intervalle interquartile, donc la hauteur de la boîte, hein, donc on voit qu'on est un peu plus large donc pour la haie à faible score, ce qui signifie en fait qu'on a une variabilité dans les captures qui est plus importante donc pour cette haie à faible score. Donc à droite, j'avais remis l'évolution justement de l'abondance en fait par année, donc sur les 2 tentes donc à faible score qui est ici, faible score c'est en bleu et puis donc haut score en jaune. Et alors on voit quelque chose d'assez particulier, donc qui est en fait la première année où on avait effectivement une abondance qui était vraiment beaucoup plus élevée d'un point de vue purement chiffre, hein, en 2023 donc par rapport à la haie à faible score. Et cette tendance est complètement inversée en fait en 2024. Et on a ensuite donc alors une année 2024 qui a été très intéressante en termes de capture, hein, donc une année très favorable, je dirais, donc à la présence justement de ces auxiliaires, hein, donc on le voit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une augmentation marquée, en tout cas voilà, sur le nombre d'individus capturés en fait, hein, sur nos 2 sites. Et puis ensuite une régression effectivement en 2025, donc avec une chute du nombre d'individus capturés, donc on est sur 46% de moins en fait, hein, sur la haie au score et 37% de moins sur la haie à faible score, ce qui est une tendance qui est relativement identique. Voilà, donc il y a d'autres facteurs qui influencent effectivement ces variations. Et donc de la même façon, donc là on a le graphique, l'effet donc de la haie sur la diversité spécifique. Donc on a le même graphique qui va comparer cette fois-ci donc le nombre d'espèces capturées donc sur les 5 groupes taxonomiques pour chacune des tentes. Donc ce qu'on voit ici, hein, notamment là sur le graphique de gauche avec les box plots, c'est que par exemple pour les cantharides, donc on a des médianes qui sont plutôt proches, assez faibles donc pour les 2 tentes, mais avec une variabilité qui est relativement modérée, relativement modérée. Pour ce qui est des chrysopes, les valeurs sont plutôt faibles. Donc ça, on retrouve les mêmes résultats, hein, que sur la ferme de Saint-Hilaire. C'est vrai que la tente malaise n'est pas forcément le piège le plus attractif pour ce groupe, hein, pour ce taxon. On observe néanmoins donc une faible dispersion sur les box plots. Pour ce qui est des coccinelles, donc la tendance, on a une légère tendance à une médiane plus élevée sur la haie à faible score, en fait, et quelques valeurs extrêmes, mais globalement des distributions qui sont comparables. Et on a
De la même façon, vous voyez, c'est NS, donc on n'a pas de différence significative malgré une légère apparence d'écart, en fait, ici sur la représentation. Pour les spécides, hein, donc groupe sur lequel il faut vraiment qu'on travaille beaucoup plus avant, donc on a une plus grande dispersion que les taxons précédents. Et on n'a malgré tout pas de différence significative d'un point de vue statistique, en fait, malgré des valeurs qui sont parfois beaucoup plus élevées. Et enfin les CIRF, donc là c'est là où on a le maximum effectivement donc d'espèces capturées en lien également avec l'abondance, hein. C'est le groupe, enfin c'est le taxon pour lequel on a le plus de captures aussi d'individus. Donc on a des distributions qui sont beaucoup plus larges, avec effectivement donc qui sont également les plus variables, avec des médianes qui restent néanmoins très proches. Voilà. Donc globalement pour les tendances générales, ben voilà. Pour l'ensemble des taxons considérés, donc les effectifs et la diversité sont relativement similaires entre les deux tentes. Les CIRF, les spécides montrent une variation plus élevée, donc ce qui peut indiquer une sensibilité plus forte à des facteurs environnementaux. Et pour chaque taxon, en fait, ce qu'on remarque, c'est que les communautés, globalement, sont assez semblables sur les deux tentes malaises. Ça signifierait que les environnements dans lesquels sont positionnées les tentes malaises, globalement, sont plutôt comparables. Alors, l'hypothèse qu'on pose là, donc, à ce stade, on va dire, de l'analyse des données, c'est que la différence de qualité entre les deux haies est peut-être trop faible, voilà, sur notre site pour avoir un impact réellement significatif sur les communautés d'auxiliaires présents. Et il va être nécessaire d'analyser chaque famille, en fait, plus précisément, notamment au niveau de la dynamique temporelle, donc afin d'avoir plus de précision sur les espèces présentes, leur écologie, leur cycle de vie, ce qu'on appelle communément les traits fonctionnels. Donc voilà, toutes les variations liées au pic saisonnier, les variations locales de la ressource, etc. On analyse, au-delà précisé, il faut qu'on creuse les caractéristiques écologiques des espèces collectées. Si on veut aller vraiment sur un potentiel de contrôle biologique, on a dit les spéciformes, par exemple, il y en a qui chassent spécifiquement des pucerons, mais il y en a aussi des espèces qui chassent spécifiquement autre chose que des pucerons. Voilà, si on souhaite avoir un potentiel de contrôle biologique puceron, par exemple, se concentrer sur certaines espèces plutôt que d'autres. Et puis en deuxième perspective, là, vous sortir de la binarité qu'on a pour l'instant sur chaque site, qui est une haie à haut score, une haie à faible score, et vraiment étudier un gradient de score de haies, avoir davantage de haies pour voir si le score calculé corrèle effectivement ou pas avec les auxiliaires collectés. Et ça, il nous faut davantage de haies et donc des projets avec davantage de partenaires. Effectivement, pour avoir plus de haies et plus de collecte d'insectes, il nous semblait important de construire un projet, alors qui pour l'instant à une échelle, on va dire plutôt régionale, puisqu'on est localisé dans le Grand Est. Et donc, on a réussi à l'initiative d'Arvalis de rassembler un réseau de partenaires que vous avez ici sous les yeux, donc Agrivert, donc situé sur Vittel dans les Vosges. Aude a présenté donc les travaux sur leur site, mais également d'autres partenaires comme l'ENSAIA, la Chambre d'agriculture de la Meuse et le CPIE de la Meuse. Et bien sûr le laboratoire pour les analyses d'insectes, et d'autres membres, mais qui sont plutôt là en appui technique et puis pour apporter leur expertise, et à qui on a déjà eu l'occasion de présenter finalement nos travaux autour de ce projet-là, avec l'INRA, le LAE et puis d'autres instituts techniques. Et donc l'idée derrière ce projet, c'est d'une part, se doter d'indicateurs de biodiversité au sens large, mais bon, on va dire l'essentiel de l'effort autour de ce projet, ça va être de développer, de déployer, de développer et d'améliorer l'indicateur haie, en mettant en place finalement, en laissant les partenaires s'approprier la méthode, en mettant en place des expérimentations au champ, en faisant les suivis d'auxiliaires qu'on a pu vous présenter. Et vous avez ici donc la répartition en bas à droite des sites sur lesquels sont installés les dispositifs, avec une antériorité sur les expérimentations plus ou moins fortes. On a vu Arvalis 5 ans de suivi, d'autres partenaires jusqu'à 2 ans de suivi, voilà. Et toujours dans l'idée de répondre aux questions que Xavier a pu vous présenter. Est-ce qu'on a des communautés et d'auxiliaires différentes et des quantités d'auxiliaires qui sont différentes en fonction du score de la haie? Et puis de constituer de cette manière un référentiel qui serviront pour ce projet, mais éventuellement pour d'autres projets, j'imagine,
Et si on va même plus loin, ça serait de réfléchir peut-être à la prise de décision et au pilotage tactique en campagne pendant la phase de culture sur des seuils d'intervention qui peut-être mériterait d'être repensé en fonction des infrastructures agroécologiques telles que les haies qu'on peut avoir autour de la parcelle et pour lequel on pourrait avoir une régulation biologique qui peut se faire. Voilà. Et enfin, bien sûr, communiquer sur ces travaux, et donc c'est aussi un petit peu l'objet d'aujourd'hui, sur ces travaux et puis sur avoir une résonance auprès des agriculteurs et des techniciens qu'on peut avoir en région Grand Est. J'aurais une première question de précision sur les cantharides. Donc on voit, alors les spéciformes, ça paraît logique que quand il y a une belle haie, il y ait beaucoup plus de spéciformes, parce que ça fournit des habitats pour certaines espèces. Le cantharide, la larve, enfin je pense que le lien c'est avec la larve. Je ne sais pas si vous avez regardé quels critères dans la haie favorisent quel groupe d'insectes. Est-ce que c'est les mêmes critères ou pas? Parce que la larve de cantharide, elle est dans du bois mort, par exemple, ou elle va être dans des moelles. Elle peut aller dans les moelles pour aller bouffer ce qu'il y a à l'intérieur des galeries. Elle est aussi dans la litière. Donc, suivant la gestion de la haie, suivant comment elle est taillée, suivant son âge, à mon avis, ça peut être un facteur favorisant. Et du même coup, pour les cirfes, pareil. Je ne sais pas les cirfes si vous regardez que les cirfes à filiphage ou si vous regardez l'ensemble du groupe des cirfes. Parce qu'il y a des cirfes qui sont liés, par exemple, où les larves sont dans les nids d'oiseaux. On peut imaginer là un lien haies et oiseaux, oiseaux qui se reproduit, nid d'oiseaux et du coup cirfes. Donc, est-ce que les cirfes, c'est le groupe total ou est-ce que c'est que les aphidiophages? Je peux peut-être embrayer sur la partie bois mort, si vous voulez, pour les cantharides. Je vous laisse compléter après pour la... Alors du coup, c'est la question effectivement de la proportion de bois mort présente dans la haie. C'est une question qu'on a soulevée, voilà, donc qui n'est pas aujourd'hui pris en compte dans l'outil. Donc voilà, donc c'est vrai que par exemple, donc sur notre site dans les Vosges, la haie a faible score en fait. Donc elle a un faible score parce qu'elle a une diversité, notamment en essence, qui est beaucoup plus faible que la haie à haut score. Et puis également dans les modalités de gestion. Mais du coup, par contre, c'est des haies anciennes, en fait, qui ont plus de 30 ans. Et notamment sur la haie à faible score, on a une proportion, par exemple, de bois mort qui est très importante. On a de la litière au sol, on a effectivement du bois mort, enfin voilà, un peu de, je ne sais pas si on peut appeler ça du chablis dans une haie, mais en tout cas, voilà, du bois en décomposition. Et on a cette proportion, effectivement, qui doit venir très certainement voilà, qui a forcément une influence, effectivement, sur les captures pour la partie cantharide. En tout cas, c'est quelque chose voilà, qu'on a évoqué à la fois avec les spécialistes, les entomologues, et puis qu'on a déjà évoqué avec Romain et Xavier. Voilà, ce sera quelque chose il sera important de le prendre en compte, en tout cas, dans l'outil de scoring. Sur la partie cirf, pour l'instant, on est toutes espèces. En fait, pour l'instant, on n'a pas encore exploré la partie utilisation des caractéristiques écologiques ou des traits fonctionnels. Et en fait, pour certains groupes, il y a des choses qui sont quand même... c'est pas le cas pour tous les auxiliaires, mais là, on a des auxiliaires pour lesquels il y a des caractéristiques qui peuvent être très marquées, avec des sites de nidification très précis par espèce et des régimes alimentaires, des spécialisations alimentaires très précises. Donc à la fois, on peut faire un lien assez précis en termes de réponse aux caractéristiques de l'environnement. S'ils nichent dans du bois mort, effectivement, s'il n'y a pas de bois mort, on n'a pas de chance de les avoir. Et puis faire le lien aussi avec la partie l'effet sur les ravageurs. Et donc ça, c'est en ça que c'est probablement des groupes qui sont vraiment intéressants pour comprendre de manière un peu mécaniste ce qui se passe à l'interface haie-culture. Ouais, petite question justement par rapport à la pression en pucerons que vous avez eue durant vos années suivies. Est-ce qu'il y avait beaucoup de pucerons dans les céréales
ou pas, et ça pourrait potentiellement expliquer certains de vos résultats. Parce que forcément, s'il n'y a pas de pucerons, on peut se dire que les populations auxiliaires, de facto, vont être très peu élevées, et donc peut-être qu'il y aurait peu de différence dans vos résultats, mais je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Oui, on a fait effectivement, enfin c'est la partie qu'on n'a pas trop discuté aujourd'hui sur cette présentation, mais c'est justement ce que j'ai évoqué assez rapidement en parallèle donc de ces suivis tente malaise. On fait des suivis en parcelle agricole où on prend en compte finalement ce qui se passe dans la parcelle, et donc on fait des observations effectivement pucerons pour mesurer la pression qu'on peut avoir, et donc effectivement faire le lien avec la quantité des auxiliaires qu'on pourrait retrouver. Mais en tout cas, Non, on le prend en compte dans les mesures qu'on peut faire en parcelle. Ouais. on peut éventuellement rediriger, je ne sais pas si ces mémoires sont tous disponibles en ligne, je pense Ouais. que oui. Il y a eu plusieurs mémoires de fin d'études réalisées sur la station. Et oui, effectivement, où on retrouve la mesure puceron. Alors bon, c'est des observations qui sont faites sur plante directement, sur des petits échantillonnages à la placette. Enfin voilà, c'est pas du tout on capte pas la même quantité d'insectes qu'on pourrait capter sur les tentes malaises. Donc les observations ne peuvent pas vraiment être comparées avec ce qu'on capte en tente malaise, quoi. Bon, Non, ouais, mais c'est le problème. on peut Et, retrouver les résultats effectivement assez facilement, enfin, sur les mémoires de fin d'études qu'on a pu avoir sur le sujet. Ouais. d'accord. Et justement, dans les tentes malaises, vous n'avez pas eu des pucerons? Parce que, par exemple, pour l'arrivée des ailés, peut-être que les tentes malaises pourraient potentiellement en avoir un petit peu capturé. Alors, bien sûr, ça peut pas être équivalent, comme vous dites, avec les observations directes, mais en tente malaise, vous n'avez pas trop eu de pucerons ou pour l'instant, vous n'avez pas encore eu le temps d'analyser? Je ne sais pas si on a le labo parmi nous aujourd'hui, mais je pense que ça fait partie des insectes qui sont triés et qui ne sont pas comptabilisés dans nos résultats. Donc je ne pourrais pas répondre à la question. Ouais. Je me permets juste, en fait, on Ouais. les, donc Laura. il y a des pucerons dans les tentes malaises, mais on les dénombre pas parce qu'en fait, il faudrait les identifier. Enfin, du coup, c'est une question c'est toujours pareil, c'est une question de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas en fonction du budget. Et c'est vrai que c'est très long d'aller à l'espèce pour les pucerons. Il faudrait en plus comment dire, qu'on aille à l'espèce pour ces pucerons-là, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même, il y a une grosse différence aussi qui se fait en fonction des cultures, parce que c'est très compliqué de suivre les mêmes haies et d'avoir toujours des céréales à côté. Donc, il y a des années où, en fait, on n'a pas de céréales à côté. Donc, c'est sûr que ça crée aussi le biais, quoi. Mais non, du coup, il n'y a pas de quantification des pucerons, en tout cas en tant que malaise. Est-ce que vous avez piégé des araignées en tente malaise ou pas? Pareil, ça fait partie des taxons qu'on regarde pas. Enfin, Flora, j'imagine qu'il y en avait. Après, Oui, ils c'est sont ça. pas, Ouais. on n'a pas le retour, nous, de notre Non. côté, parce que j'imagine que ça fait partie des individus qui sont triés et qui sont mis de côté. Enfin, je te laisse répondre peut-être. Oui, non, c'est exactement ça. Donc, ils sont gardés, on garde tout, mais il se trouve qu'en fait, c'est déjà assez titanesque le temps à passer pour obtenir ces données. Du coup, en fait, il faudrait encore plus de temps. Donc, c'est faisable, on garde les pots. Enfin, voilà, ça peut être des choses qu'on peut analyser, mais en effet, on ne les a pas ni comptabilisées ni identifiées. Et puis j'avais d'autres remarques, euh, enfin des choses pour, c'est plutôt des petites remarques. Il n'y a pas eu d'effet sur les essais Nestlé, j'appelle ça Nestlé, je ne sais pas comment vous allez les appeler sur le site Nestlé. Alors effectivement, ça peut être parce que les haies sont pas assez différentes, que nos indicateurs ne reflètent pas la qualité, enfin de manière linéaire, la qualité écologique de la haie, mais il y a peut-être aussi d'autres choses à regarder. Il y a la gestion du bord de champ. Il faudrait regarder aussi, est-ce que les herbes sont taillées, pas taillées, est-ce qu'elles sont... Alors si c'est sur une zone bio, je sais pas, là j'imagine un agriculteur qui a peur des herbes et qui du coup tond constamment son bord de champ pour éviter d'avoir des floraisons. Ça peut limiter fortement ça peut limiter enfin, les populations d'insectes, hein, de manière assez forte. Et puis il y a aussi une zone où vous êtes bio, puis de l'autre côté c'est pas bio. Et il y a c'est peut-être un facteur aussi qui peut jouer sur les résultats. Enfin voilà, enfin ça c'est des pistes de réflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous allez regarder un peu ça ou pas.
Et deuxième chose pour les spéciformes, donc pareil sur l'étude des spéciformes, vous avez dû regarder ça, ou ça va être fait, je pense. Sur les espèces, alors il y a les espèces qui chassent des pucerons, mais il y en a, enfin ça chasse plein d'autres choses, hein, de la cicadelle, des coléoptères, des bruches, ça chasse plein de bestioles, mais ça a des nids spécifiques suivant les espèces. Et par exemple, là, je suppose que l'outil qui sert à tailler les haies va avoir un impact, par exemple, sur les espèces rubicoles, suivant si la taille est nette ou si le bois est broyé. Je suppose qu'une taille nette va favoriser les rubicoles, tandis qu'une taille broyée devrait faire qu'il détecte moins qu'il y a une tige disponible. Bon, ça, c'est une supposition, mais c'est une première remarque. Et puis, il y a aussi tous les chasseurs de coléoptères, par exemple, ils nichent dans le sol. Donc, peut-être que vous allez les retrouver dans les tentes malaises, mais eux, a priori, à moins que ce soit pour la floraison, ils devraient pas être. Enfin, leur habitat n'est pas dans la haie, donc ils ne devraient pas être favorisés dans la haie. Donc, peut-être en séparant les spéciformes entre ceux qui nichent dans le sol et ceux qui nichent dans le bois, peut-être que vous allez voir un impact favorable de la haie avec ceux qui nichent dans le bois et pas d'impact pour ceux qui nichent dans le sol. Ce serait peut-être intéressant de voir ça et puis de prouver là que du coup c'est bien la haie qui a un impact puisque on présuppose le lien par la localisation des nids. Voilà. Et dernière remarque, nous aussi en 2025, grosse chute d'insectes qu'on n'explique pas. Et on est en bio aussi sur la station depuis plus de 10 ans. Et beaucoup moins d'insectes. Alors, est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre sur les années suivantes? Je ne sais pas, on verra bien l'an prochain. Mais on devait avoir un climat favorable pour les insectes et on en a eu moins que l'an dernier alors qu'il pleuvait tout le temps. Peut-être effectivement sur la partie gestion de la haie, donc c'est vrai que c'est pareil, hein, c'est des questions, c'est vraiment des questions qu'on se pose. Donc là, typiquement, sur les 3 dernières années de suivi, on n'est pas du tout intervenu en termes de coupe ou d'élagage sur la haie, donc c'était un choix, hein, qu'on avait partagé justement sur ces haies. C'est des haies qui sont en général entretenues sur une fréquence de 3 à 5 ans. Et là, typiquement, on est intervenu là sur les haies cette année. Donc là, par exemple, on verra pour 2026 s'il y a une incidence, mais on est intervenu effectivement pour tailler, en tout cas sur les faces latérales, pas du tout sur le sommet. Et on est intervenu avec des outils de coupe francs, type sécateur ou scie. Donc logiquement sur les essences à moelle, type sureau, etc. Donc ça devrait favoriser, comme vous le soulignez tout à l'heure, les espèces rubicoles. Ça fera partie effectivement des éléments qui seront apportés lors de l'interprétation et de l'analyse. Donc, et en ce qui concerne la bande, effectivement, la bande herbeuse à proximité, donc c'est vrai que par exemple, donc il y a une des haies qui était en bordure d'une luzerne qui est repassée donc du coup en orge, en orge d'hiver. Donc typiquement, évidemment, l'agriculteur, quand il a implanté effectivement sa culture, il a rogné une partie finalement de l'ourlet herbeux, qui était préexistant. Donc là aussi, de fait, très certainement une incidence effectivement sur les communautés qui étaient présentes. Si je peux complémenter un peu ce que tu dis, Aude, effectivement, la difficulté quand on fait ce genre de suivi, c'est trouver des haies qui sont différentes, 2, qu'elles soient suffisamment éloignées pour pas qu'il y ait d'interférence, on va dire, selon les taxons, sur les CIRF, si je ne me trompe pas, on parle d'1 kilomètre pour qu'elles soient indépendantes. 3, un environnement paysager qui soit à peu près similaire pour pas qu'il y ait engendrer d'autres biais, des modes de gestion qui, au niveau de la haie, sont aussi comparables. Enfin voilà, il y a un tas d'éléments qui effectivement doivent être pris en compte derrière quand on va interpréter les résultats pour apporter des éléments dans la discussion. Enfin, toutes ces choses-là, c'est vrai que ça apporte de la difficulté et c'est un ressenti qu'on a pu avoir dès lors qu'on met en place des expérimentations. Alors à la fois chez nous à Saint-Hilaire, chez Agriver où on a un contexte qui est quand même assez différent, on a quand même beaucoup plus de haies, presque un
un milieu bocagé. Enfin, j'exagère peut-être un peu, je tire le trait, mais par rapport à nous, notre contexte qui est beaucoup plus ouvert, et chez d'autres partenaires aussi, où effectivement, des fois, il faut trouver la bonne haie. Enfin voilà, tous ces éléments-là fait que c'est pas toujours aussi simple de mener des expérimentations pour pouvoir avoir des choses qui sont à peu près comparables. On peut clôturer là notre webinaire. Merci d'y avoir assisté et à très bientôt.